les voyageurs et leurs bagages, le grand gymnaste et son sac à dos, l'homme aux valises, le maniaque et sa caisse, la fille aux cuillères, les deux assidim et la dernière planche de salut, le tzaddik et la trompe du jugement dernier, le soldat et son important objet, l'homme au sac et son contenu inconnu, la femme noyée dans la baignoire, la femme dans le poulailler, la femme adultère, défunte et son misérable bagage, la femme à la planche sur le dos, la fille vêtue en prostituée, l'homme avec sa mort, la vache et sa maîtresse, l'homme avec sa porte, le procureur et sa machine, les deux préposés au vestiaire et leur matériel, les noms coupés du monde, l'homme désarmé avec la table, Bestia domestica et son piège à rats. Tous ces personnages appartiennent à la réserve humaine du théâtre Cricot 2. Certains vivent encore aujourd'hui. J'ai rencontré un clochard qui, selon les principes de son clan, omnia mea mecum porto, je porte tous mes biens, était monstrueux, tel un chameau surchargé. Il portait sur lui de nombreux manteaux, couvertures, bâches, chapeaux, une masse de sacs de diverses sortes, plus petits, plus grands, bourrés, suspendus à des ficelles, à des ceintures, le cou enveloppé de nombreuses écharpes. Tout cela noir, luisant, graissé. À la place d'une jambe dépassait une béquille datant de la Première Guerre mondiale, bombée et pointue à son extrémité. Il s'appuyait sur une vieille petite échelle. Isolé monstrueusement du monde extérieur par cette couche épaisse, consolidée de l'intérieur, il formait un tout. J'ai réalisé le costume pour la pièce de Witkiewicz, Le fou et la nonne, selon les règles qui ont formé cette rare apparition. Rencontre avec la mort. Le prêtre Joseph. Vous vous souvenez? Lorsqu'il était debout, devant la maison, et approchait la main des yeux. Lorsque, la main vers les yeux, les enfants descendaient lentement, avec précaution, et lui, très inquiet. Les nuages filaient, les premières gouttes de pluie et nuages noirs. Les enfants dévalaient déjà des hauteurs, et lui, très inquiet. Tous sont déjà morts. Et cette main, toujours près des yeux. Les enfants sont déjà de vieilles gens. Et lui
approche toujours sa main. Il devient de plus en plus pauvre. Il n'a déjà plus de soutane noire. Rien qu'une sorte de chemise grise, sale. Il est debout dans la poussière, pieds nus, avec des mèches de cheveux, la main tremblante, desséché comme un copeau. Rien que des veines, et seulement ses yeux vers les enfants. Il s'est écroulé sur le sol, car aucun muscle et ce qui restait de lui ne nous dit rien sur les enfants qui, toujours, encore, dévalent des hauteurs. J'avais alors 6 ans. Je touchais le visage du vieux prêtre. Il parlait toujours avec moi. Et maintenant, il ne m'adressait plus un seul mot. Son visage était froid comme de la glace. Je marchais sur une route sablonneuse qui se hissait vers les hauteurs, avec eux tous. Ils ne se parlaient pas. Regardant devant eux, ils marchaient comme s'ils voulaient arriver rapidement quelque part. Sur le chariot gisait le vieux prêtre. Jamais je ne l'avais vu ainsi. Habituellement, il était assis, bien droit. Lorsque j'étais allongée, gravement malade, dans les yeux de ma mère, penchée sur moi, je voyais une sorte d'ombre qui était quelque chose de plus que le souci et l'amour. Elle regardait comme si elle voyait quelque chose au-delà de moi. Lorsque j'étais malade, dans mon imagination enflammée par la fièvre, passait le cortège funèbre de mon enterrement. Porté sur les épaules de mes amis, je me sentais élu, différent de tous les autres, grand. Plus tard, je compris qu'il y avait là une sorte de pressentiment de l'art. Cliché du futur, 1947. À Varsovie, j'ai vu le fragment d'un pont métallique détruit par une bombe. J'ai été frappé par la vue de cet invraisemblable écrasement. La sensation terrifiante de la force qui a provoqué cela, inimaginable à l'échelle humaine. Cette impression était de l'ordre artistique, car dépourvue de ces émotions humaines risquées, provoquées par l'explosion même, presque comme pour les moulages naturels des victimes de Pompéi. J'ai pensé que si quelqu'un de facétieux avait érigé ce fragment de métal comme un monument sur une place de la ville, les historiens du futur auraient pu lire dans les plis de ces formes les forces qui dirigeaient notre époque. J'ai pensé aussi que cette forme, incroyablement aplatie, pourrait annoncer les canons de l'esthétique d'après-guerre. Je suis née le 6 avril 1915, à l'est de la Pologne, dans un petit bourg qui avait une place du marché et quelques petites ruelles minables. Sur la place du marché se dressait une petite chapelle qui abritait la statue d'un saint à l'usage des catholiques et un puits auprès duquel se déroulaient, au clair de lune, des noces juives.
D'un côté, une église, un presbytère et un cimetière. De l'autre, une synagogue, d'étroites ruelles juives et encore un cimetière, mais un cimetière différent. Les deux parties vivaient en parfaite harmonie. Des cérémonies catholiques spectaculaires, des processions, des drapeaux, des costumes folkloriques hauts en couleur, des paysans. De l'autre côté, de la place du marché, des rites mystérieux, des chants fanatiques et des prières, des bonnets de renard, des chandeliers, des rabbins, des cris d'enfants. Au-delà de la vie quotidienne, ce bourg silencieux était tourné vers l'éternité. Brève histoire de ma vie. J'ai vécu au milieu de mon pays et de ma ville. Et pourtant, j'étais toujours en dehors. J'ai vécu divers moments, des bons et des mauvais. De mauvais, quand on me détruisait, me couvrait d'injures et de mépris. De bons, quand les visages se déformaient dans des sourires simulant l'admiration et la reconnaissance, alors que l'on pensait toujours la même chose. Mais l'on ne m'a pas admis dans la compagnie des maîtres et serviteurs. Ces messieurs ont estimé que je prendrais trop au sérieux le fait d'être au service de ma ville et de ma nation. Toutes les périodes de ma vie, lorsque je les regarde de loin, aujourd'hui, m'apparaissent comme des maisons. La maison. Avant la guerre, du temps de ma jeunesse, ma maison, c'était le monde entier, celui de l'avenir. Durant la guerre, s'est développée ma pauvre chambre de l'imagination. Un trou. J'ai commencé laborieusement à y bâtir les murs et les parois de mon monde. Je sentais qu'il serait grand. Je le bâtissais laborieusement et obstinément. Plus tard, après la guerre, la maison dans laquelle j'ai emménagé était solide. J'en sortais fréquemment afin de chercher mon ancienne pauvre chambre. J'habitais comme en coin dans divers logis. Je ne me sortais pas bien. Je regardais à travers les fenêtres dans les cours d'autrui. Finalement, j'ai rejeté la maison solide. J'ai emménagé dans une nouvelle. J'y retrouvais mon trou. J'ai commencé à m'y installer. Mais le temps d'errer dans le monde est venu. J'essayais d'attirer à tout prix ce monde merveilleux et éblouissant dans ma pauvre chambre. J'y arrivais par instants. Mais cela aussi est passé. La pauvre chambre a commencé à se stabiliser, devenir étrangère et, une nuit, elle a brûlé. J'y ai moi-même mis le feu. Seule la cheminée est restée, comme toujours dans ces situations. Et maintenant, je ne sais si le toit existe encore, car les ténèbres m'entourent complètement. Mais dans ces ténèbres, je continue à bâtir mes cloisons, fenêtres, portes,
À nouveau, dans l'imagination, seulement l'imagination, et dans la solitude, quelle obstination. Et la cheminée se dresse comme le squelette de la maison. Il est déjà tard. Il est sans doute temps de fermer ma pauvre chambre de l'imagination. Il faut qu'on change un petit peu l'espace, donc Léa va s'en occuper. Juste, oui, pendant ce temps, j'ai juste pour vous dire que toutes les images que vous avez vues là sont des peintures de Tadeusz Kantor et des croquis de Tadeusz Kantor, les croquis correspondant à des croquis qu'il a fait avant ses spectacles. C'était où ça? Heureusement qu'on n'a pas touché à ma Non, et c'était où ça? Qu'est-ce qu'il a posé celui-là? Sur le coup de l'âne. Le cou de l'âne. Ah, Comment? c'était mieux là. C'est vous qui l'avez posé? C'est quoi? C'est un Pour empêcher c'est un l'âne collier? de sauver. Pourquoi vous aviez choisi cet objet? Je sais pas, je dois être enfermé dans certaines vidéos. Ah bon? Excusez-moi, alors ça aurait peut-être pas dû vous poser la question. Non, c'est venu comme ça, enfermé. Et là, vous sortez un peu ce soir? Voilà, exactement. Ouais, c'est bien, c'est formidable. Et donc, comment? Tu peux le remettre sur le coup de l'âne. T'as remis tout à sa place, là? Non. Non. Ça, c'était. Ah, mais ça, c'est Léa, C'est là où c'était. La grand-mère. votre grand-mère Léa, Et qui faisait du et café. les odeurs de café. Les odeurs. Et est-ce que Kantor parle des odeurs, Monsieur Michel? Michel arrive. Kantor parle-t-il des odeurs? Bonne question. Mais oui ou non? Non. Pas souvenir. C'est difficile. C'est difficile. Je crois qu'il était par là. Oui, ben on va le laisser là. Oh, mais ça me fait parce que vous m'avez parlé de votre grand-mère Léa. Et ici, comme ça, mais sans me dire, hein, Oui. moi Léa, ça me suffit. Oui. Mais juste, si vous deviez résumer votre vie, sans nous le dire à nous, juste en choisissant quelques objets qui sont là, posés, lesquels vous choisiriez? L'âne. 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 Ah. Le moulin à Le café, moulin à il y est café déjà. pour le souvenir des odeurs. Voilà. Et du geste aussi. Le Du geste patient de la mamie. Voilà. Le petit panier, là, je pense que c'est pour aller à la pêche. Ah, la besace, comment on La appelle ça? besace, Hein? Voilà. Une besace. Voilà. Il y a un trou dans ce panier là, c'est dommage. Moi, les poissons. Le petit poisson, comme on l'a pêché. Oui, Le oui. petit poisson alors. Petit, oui, oui. Une bonne petite friture. Voilà. Voilà. En gros, ça, c'est un peu ça. Autour du cou C'est un de peu ça. l'âne. Oui. Et le livre. Et le livre, Voilà. c'est joli. Voilà, ça résume la vie. Voilà. Une partie. Il y a quelqu'un d'autre qui est sur le mettre des objets? Personne? Quel silence. Moi, j'ai vu la musique. Comment? Moi, j'ai vu la musique. La musique. La guitare. Le dulcimer, non, comment ça s'appelle? Michel, comment ça s'appelle l'instrument? Dulcimer, il y a une épinette des Vosges. Une épinette des Vosges. Très joli. Ça fait. C'est qui a posé la petite statuette? C'est moi. J'ose pas demander pourquoi. J'ose pas. Non, vaut mieux pas. À sa course, ça pousse petit à petit. Alors c'est délicat parce que on a que des vieux objets. Tu peux venir, Michel. Il y a rien. Alors c'est vrai qu'on a choisi
on n'a pas choisi d'objets contemporains. Et il me semblait que ça correspondait aussi à comment Cantor il joue avec les objets. Après, il y a des collections aussi. Il y a des Cantor, il utilisait beaucoup, il parle beaucoup des portes, des cadres, des emballages, des armoires. On filme aussi. Il n'y a que des portes qui s'ouvrent. Il n'y a que des portes qui s'ouvrent, se des ferment. fenêtres qui vont, qui viennent, qui s'ouvrent, qui se ferment. Les gens traversent ces fenêtres. Ça dit quoi pour vous, ça? Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce que c'est parce qu'on rentre quand il y a une porte, on rentre ou on sort? Est-ce qu'on rentre dans la chambre de l'imagination ou au contraire, est-ce qu'on... Elle peut être fermée, comme elle peut être ouverte, la porte. Oui. Pour moi, la porte, c'est la sortie. Plutôt l'entrée. Et la fenêtre, c'est l'ouverture vers le champ de l'imagination, des champs futurs, la créativité, l'imagination, la fenêtre qui s'ouvre. Il y a aussi beaucoup de carrés. C'est vrai, c'est vrai. Le carré qui s'emboîte. Oui, c'est très géométrique comme espace. Et souvent, quand il y a 3 personnages, il y en a 2 sur la partie plate du triangle. Et alors, il y a l'important qui se trouve au milieu et la pointe est renversée. Mais là, c'est vrai, ça c'est une chose, la géométrie c'est vrai que dans les formes des objets, il y a des choses très... Mais le jeu aussi, comme les acteurs jouent, c'est très géométrique, c'est très saccadé, c'est très comme si... L'importance du geste bloqué. Ouais. Asymétrique. En même temps, ce qu'il disait sur la fenêtre, ce qu'il faisait dire à ses personnages, c'est qu'il ne voyait que l'aube, le crépuscule, que le début de la fin, ou presque le milieu. Oui, il ne voyait que l'aube et le crépuscule quand il regardait par la fenêtre, il n'y avait rien au milieu. Donc symboliquement, on est effectivement sur ces mouvements saccadés, est-ce que ce sont ceux de la petite enfance ou ceux de la vieillesse? Et finalement, il va parler de ce qu'il y a entre les deux, mais difficilement. Est-ce que... Et puis il y a le vide aussi. Le vide. Le vide. Tout d'un coup, il y a quelque chose, et puis il y a un vide. Ouais. Mais j'ai pas une sensation, alors parce que tout à l'heure, la discussion, tout à l'heure, parce que là vous prononcez le mot vide, tout à l'heure Michel l'a prononcé, et quand je vois, moi j'ai assisté à une représentation de Cantor de Vilopol au bout du Nord, il y a longtemps, et moi j'ai plutôt une sensation de plein, énormément, j'ai une sensation de plein, à aucun moment j'ai une sensation de vide, ou de manque de vie. J'ai une sensation plutôt de mort qui vit. C'est très curieux, quoi. La mort qui fait irruption. Oui. Parce que sans arrêt, des portes s'ouvrent et se ferment. Oui. Et ça rentre, nous en... C'est ça. Sur les extraits de pièces qu'on a vues au début, sa présence statique sur scène, mais c'est une présence totalement pleine, de chaque instant, de chaque minute. Donc il ne fait rien, mais il est totalement là. Donc, surtout dans sa gestuelle. Oui. Parce qu'il est totalement là. Mais tous les acteurs aussi, les personnages aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de... Ce que je ressens très fort, il n'y a pas de psychologie du tout. C'est plein, quoi. C'est présent, Il y a une forme d'équilibre dans la stagnation. C'est instantané. Comme si c'est un moment qu'on réfléchit, et c'est celui-là. C'est joli ça. L'instant de la révélation, l'instant de la... Comme si tous ces instants, il essayait de garder, de mettre... Parce que ces fois, c'est ce qu'on se dit au théâtre. On voudrait que... Peut-être que c'est le résultat de la réflexion.
Il y en a qui ne connaissaient pas du tout Cantor. Ah oui. Ouais. Je ne connaissais pas. Et c'est quoi votre première sensation devant ces images, devant ce type de théâtre, devant... Moi, personnellement, je dirais que c'est très lourd parce que c'est ce que je ressens comme ça à la première vision, c'est cette espèce de tentative vaine de retenir le temps. C'est juste une image comme ça. Moi, la même sensation. Pour un temps nouveau que personne n'avait filmé. Un arrêt. Au fond, quand je vois le geste bloqué, je vois le temps qui s'arrête pour réfléchir. Arrêt sur image. C'est le côté visionnaire dans les textes, visionnaire sur notre président actuel alors qu'il est mort depuis 20 ans, quoi, à peu près. C'est surtout ça, moi aussi. Et tout sert, Après, surtout la mort, puisqu'au fond, dans la mort, le geste est vraiment bloqué. oui. Sa présence, quand même, moi j'ai cette sensation-là que on essaye d'orchestrer, de contrôler quelque chose qui ne peut pas être contrôlable. Donc c'est le spectacle vivant, même si on veut mettre en scène, ça reste du vivant, il peut se passer n'importe quel événement qui va perturber l'orchestration. Et puis, cette espèce de... J'arriverai pas à dire si c'est du réel ou pas du réel, ou si c'est dans le cadre de la scène ou pas dans le cadre de la scène, ou dans le cadre de sa tête ou pas dans le cadre de sa tête, mais là, en tout cas, c'est essayer de contrôler quelque chose qui ne peut pas être. Mais il disait, lui, quand je disais, là, ce que je disais tout à l'heure, la phrase exacte, c'est l'art, c'est pas une fuite ni une transposition de la réalité, c'est son art. Mais parce que c'est ni une fuite ni une transposition, mais une réponse à la réalité. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne verra pas. Après, c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais on est aussi dans une émergence de ce type de théâtre dans les années 70 qui était complètement nouveau. Le théâtre d'image, parce qu'il y a Cantor, mais il n'y a pas eu que Cantor, et il y a eu plein, on a commencé à voir, alors c'est vrai, on ne sait plus à un moment donné qui a influencé comment ils se sont influencés les uns les autres, mais par exemple, c'est formidable de voir qu'un des grands, une des personnes qui a écrit des choses passionnantes sur Cantor, dont Guy Scarpetta, c'est Michel qui l'a fait découvrir, au moment où Cantor apparaissait, lui, il s'intéressait à Bob Wilson, qui aussi, et lui, est dans un théâtre complètement d'image, mais complètement ailleurs, d'une autre culture, mais c'est aussi l'image qui est prédominante, et tout ça, c'était des courants complètement nouveaux. Mais j'ai l'impression que chez Cantor, autant on est dans l'image, mais autant la mort est présente, et autant l'humain est là, tout près, au cœur et intime, et... Le corps remplace la parole. D'un point de vue scénographique, il y a quand même cette histoire chez Cantor qui est prégnante. C'est l'histoire de la reconstruction du souvenir, pour que ce soit exact, pour que le fait soit prégnant. C'est-à-dire que la porte, elle est là, la table, elle est ici. Et on rejoue sans cesse la précision pour essayer de fixer une sensation forte. Alors, chez Cantor, c'est énorme. Oui, ça rejoint ce que disait, mais ça, est-ce qu'on peut y arriver? Parce que est-ce que c'est possible d'être exact dans le souvenir? J'ai l'impression. Justement, on essaye de fixer quelque chose qui n'est pas. C'est bien ce qu'il nous montre en permanence. Mais le souvenir a quelque chose de bien. Peut-être lui-même avait-il des choses à dire à la fin de sa vie à ce sujet-là, particulièrement, si quelqu'un a des choses à nous dire autour de ça. J'aimerais bien vous entendre sur ces questions-là. Kinga, qui a traduit Cantor, beaucoup Cantor. À ces derniers moments. Une conversation, il y a plein de choses qui étaient très justes.
crois que Cantor a atteint l'objectif qu'il s'est fixé, c'est-à-dire faire ce qui lui a semblé être l'impératif dans son œuvre, c'est l'émotion. D'un côté, la mémoire, et ce qu'il a dit tout à l'heure, que ce sont ces arrêts sur l'image, effectivement, c'est ça qu'il essaye de nous transmettre. La mémoire, la force de la mémoire, c'est ce qui nous relie à la mort, et c'est qui se poursuit au-delà de la mort, sous la forme soit du spectacle, soit de la photographie. La photographie qui prend une dimension quand même assez importante chez Cantor, d'une part comme quelque chose qui est le point de départ de son art. Vous avez vu dans le film que nous avons visionné tout à l'heure, dans Yellowfall, la mort en fait, qui vient mitrailler le groupe de soldats, et cette pièce, elle est partie donc de la photo où se trouvait son père avec les autres soldats, et c'est elle qui a servi de point de départ. Et ensuite, la situation se poursuit et s'inverse, puisque ce qui reste de Cantor, ce sont que des photos en fait de ces spectacles, puisqu'on ne peut plus jouer de Cantor sans Cantor. Donc nous avons uniquement des photos à partir de ces photos et des pièces enregistrées que nous pouvons reconstruire l'idée de l'art que peut nous transmettre Cantor. Donc tout ce qu'on peut dire sur Cantor, c'est que la base de son art, c'est d'un côté effectivement la mémoire, et de l'autre côté l'impératif de l'émotion qui est produit par les objets pauvres, c'est-à-dire ces objets dévalués par le temps, dévalués par la guerre. Il a commencé à faire du théâtre pendant la guerre, dans des lieux peut-être même encore plus petits que celui-là, où il y avait une véritable interaction avec les spectateurs, en utilisant des moyens de bord. Et c'était ces objets trouvés, ces objets pauvres, les ready-made de Marcel Duchamp, qui l'a beaucoup influencé, ceux qui ont lu un petit peu sur Cantor le voient, et qui ont été exploités dans ces pièces. Et ce qui a été dit sur les figures géométriques, effectivement aussi pour la mise en scène de la pièce Le Retour d'Ulysse, de Vespiansky, il a utilisé énormément, parce qu'il a été très influencé par le cubisme, par le constructivisme, par les Bauhaus. Donc toutes ces formes géométriques, les triangles, les arcs, les formes rhomboïdes, l'espace d'abord conique, ensuite l'espace, on dirait parapluidal, puisqu'il a utilisé le parapluie comme gestionnaire de l'espace dans ses pièces et dans ses peintures, qu'on pourrait peut-être voir aussi. Donc c'est donc cet art pauvre qui, par sa pauvreté, ne peut que s'élever. Et on ne peut faire, selon Cantor, quelque chose de grand qu'en montrant quelque chose de plus bas. Donc ce sont ces objets du rang le plus bas, comme il appelle, qui sont générateurs de l'émotion qui peut, elle, provoquer une espèce d'émotion épiphanique, une sorte d'illumination qui nous fait admirer son œuvre. Et bon, tout ça, ce sont des paroles vaines par rapport à ce que vous ressentez tous. Ouais. Et on pourra jamais, j'ai l'impression que on peut voir toutes les images qu'on veut, mais l'expérience, et ça c'est une des beautés du théâtre, quel qu'il soit. Le théâtre, et d'ailleurs Cantor utilise ce mot-là, le mot d'expérience, mais il n'est pas le seul à l'utiliser. Le théâtre est avant tout une expérience partagée avec des humains sur une scène et des humains dans une salle, et la vidéo, l'image, le film, quel qu'il soit, ne sera jamais du même ordre. C'est pour ça qu'on va continuer. Même si sur la captation du Yellowfall, ça qu'on verra avec les élèves lundi et qu'on avait travaillé, ce qui est intéressant, c'est que la télévision polonaise montre 5 minutes avant le générique qu'on a eu. Le public. Voilà, le public en train de s'installer, et Cantor jouant déjà son rôle de metteur en scène, jouant l'homme stressé. Je ne sais pas à quel point il est stressé ou non, mais il joue un rôle. Et on réfléchissait avec les élèves sur à quel moment ça commence le temps. Ouais. Et ça commence au moment où on rentre dans la pièce, où le public, les gens se transforment déjà en public. Et lui se transforme également. Et dans cette introduction à sa pièce, il y a déjà la musique qui est là.
Et du coup, on était un peu coincé sur quand est-ce que ça commence pour le vrai. Puisqu'on doit installer des meubles, les réinstaller. Oui. Et c'est ça qui était assez intéressant, c'est tout de suite de montrer que finalement ça sera qu'un artifice. Y croire, mais... De toute façon, moi j'ai l'impression, de toute façon, à partir de nous, spectateurs, dès lors qu'on rentre dans le théâtre, Ça a déjà commencé. il y a quelque chose qui commence, puisqu'on attend quelque chose, on se prépare à, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on est différent, je pense, entre le moment avant, on parlait des portes, et le moment où on a passé la porte et on est rentré dans le théâtre. Et plus on arrive à être différent, plus on sera réceptif. Par rapport à ce qui était dit concernant les objets, les objets pauvres, je risquerais un jeu de mots, dont je précise qui n'est pas de moi, des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. On enchaîne à... Oui. Peut-être enchaîner. Oui. Avec, puisque des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Bon, Ça inspire. Ça, on va, ouais. Enfin, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu après? Des chaînes. Oui, c'est ça. Des chaînes d'œuvres. Vous avez faim? Tout à l'heure, on vous a montré des images de canteurs, des textes de canteurs. Tous les textes que vous allez entendre maintenant, voilà, ils sont un peu nombreux, mais ce sont des textes de poètes et auteurs polonais, contemporains de Kotor, avec qui il y a eu des influences. Derrière la porte, le monde. Ils entrent, ils sortent, la clenche s'agite, la porte chante le courant d'air. Les adultes arrivent d'un monde où la porte a une clenche d'argent. Les tantes, les oncles, les grands-mères viennent, apportant leurs odeurs, apportant leurs voix étrangères, chargées d'un étonnement qui n'est pas leur. Les poches pleines de curiosité. Et puis ils s'en vont, par la porte, à la clenche d'argent. Et on les enferme à clé. Si on frappe à la porte, cela veut dire que de nouveau, ils sortent de leur armoire, juste derrière la porte, là où se termine la maison, là où les oncles et les invités sont plantés, silencieux, à attendre qu'on les laisse entrer. Tous là, immobiles, chacun sur son porte-manteau.
Voici que me traverse le cœur mon vieux père. Il n'a pas économisé dans sa vie, pas rajouté graine à graine, pas acheté de maison ni de montre en or. L'argent ne cessait de rouler. Il vivait tel un oiseau, chanté d'un jour à l'autre. Mais, dites-moi, est-ce qu'un petit fonctionnaire peut vivre ainsi pendant tant d'années? Voici que me traverse le cœur mon vieux père. Avec son vieux chapeau, il sifflote une chanson gaie et croit fermement qu'il ira au ciel. En automne, lorsque les vents se lèvent, les feuilles de marronnier tombent en toute hâte, la queue la première. On entend alors un petit bruit, comme si un oiseau tombait sur le bec. Mais le marron, lui, tombe sans le moindre souffle de vent, de lui-même, comme les étoiles, vertigineusement. Il cogne alors le sol avec un cri sourd. Il ne naît pas comme l'oiseau qui sort lentement de l'œuf, mais sa coque hérissée de piquant, bleutée à l'intérieur, éclate brusquement. Et il en sort des petits métis espiègles aux joues brillantes, comme les pommettes d'un noir qui sourit. Certaines bogues abritent des jumeaux, mais il est quand même possible de les différencier, car l'un des deux porte une marque au front, comme un cheval. Sa mère, donc, pourra toujours le reconnaître, à l'étoile sur son front. L'enfant ramasse les marrons qui se sont cachés dans les trous de la pelouse et il les met sous ses joues. Sa bouche est pleine d'une saveur amère et poisseuse. L'enfant sourit. Il faudrait grimper à l'arbre, choisir une branche bien garnie et attendre. Ne pas permettre à l'ange du sommeil de te surprendre. Il faudrait, pendant au moins 3 jours et 3 nuits, sans manger et sans boire, sans dormir et sans se reposer, guetter le fruit. Comme lorsqu'on guette la petite aiguille de la pendule. Les piquants ont déjà durci et foncé à leur pointe. Attention! Si tu les touches maladroitement, ils te font un petit trou au doigt et ton beau sang rouge coule. Tu dois alors sucer ton doigt sale, avec lequel tu viens juste de faire des pâtés de boue ou de crottin. Et cela peut même provoquer une infection. Lorsque cela arrive, les enfants meurent. On les met dans des petits cercueils dorés et on les emporte au cimetière, au milieu des roses. En tête du cortège, on porte une croix
Derrière le cercueil marchent la maman et le papa de l'enfant et sa sœur, s'il avait une sœur. Sa mère est tout en noir. On ne voit pas son visage. Mais à la hauteur des yeux, la soie noire est mouillée de larmes. Une demoiselle à la peau blanche, en tablier noir de lycéenne, est assise dans une lumière cristalline qui filtre par les jalousies à demi baissées. Le soleil dessine sur les flacons violets d'eau de Cologne de petites étoiles d'or. Voilà donc le secret du parfum à la violette. La demoiselle qui vend les images de papillons et de fauves, ainsi que les parfums, préfère à tous les autres celui de la violette. Et elle en met généreusement partout, sur ses paumes de main, sur son exubérante chevelure rousse, bien qu'avec des cheveux roux, un autre parfum irait sûrement mieux. Il faudrait composer une fugue pour orchestre et lilas, poser sur une estrade dans une salle obscure, des flacons violets d'essence distillée. Ceux qui perdraient doucement connaissance, sans un cri, seraient transportés dans une autre salle où flotterait l'odeur puérile et bienfaisante du tilleul et de la camomille.
rien. Alors, la soirée n'est pas terminée. Nous, on va plus rien faire. Maintenant, on va peut-être manger un peu. Et puis, si on a envie de continuer nos conversations. Par contre, on va avoir besoin d'un petit coup de main pour installer les tables. Alors après, on va installer là. Les tables polonaises avec les tréteaux polonais pour manger la soupe polonaise et la bière polonaise avec du pain polonais et des pensées polonaises, des amours polonaises, des blagues polonaises, des jeux de mots polonais. Et du fromage géorgien. Bon, tu peux rallumer bien toute la salle, s'il te plaît. Je vais quand même dire un grand bravo à Michel et Aude qui sont à l'origine les porteurs de ce projet, de cette idée, de cette soirée à passer, qu'on vient de passer tous ensemble. Voilà, merci Aude et Michel. Partez, j'avais une minutes à jouer. J'ai sucré, j'ai fait surrangé, je vais le faire. Mais ça fait rien. On ne voit pas la soupe quand même. De la soupe polonaise, on met un œuf pur que j'aurais pu écaler pendant le spectacle. Ouais. Allez, tous aux œufs durs. Va bien. T'es une spécialiste, hein. Et